Danke vielmals. Das ist auch eine große Ehre und eine große Freude für mich, hier in Berlin zu sein. Erlauben Sie mir vielleicht einige Worte auf Deutsch, um meine Rede zu beginnen, und dann werde ich meine Rede auf Französisch halten. Heute ist nicht Business as usual. Krieg ist wieder da in Europa. Frieden ist bedroht, unsere Sicherheit ist bedroht und Demokratie ist bedroht. Heute erleben wir, was mein Freund Olaf Scholz als eine Zeitenwende beschrieben hat. In diesen außergewöhnlichen Zeiten, es ist unsere Pflicht, neue Ideen einzuführen, neue Lösungen aufzubauen, eine Hoffnung für unsere Länder und für unsere Bürger zu schaffen. Es ist unsere Pflicht, dringend eine neue Wirtschaftsstrategie für Europa zu definieren. Eine Strategie, die Wachstum, Wohlstand und eine echte Souveränität für Europa und für alle Mitgliedstaaten gewährleistet. Wir brauchen weniger Diskussion und mehr Entscheidung. Je vais commencer par un constat lucide et sans concession sur la situation économique européenne. L'Europe est menacée de déclassement économique. Nous avons une croissance trop faible, 1 à 1,5 points en dessous des États-Unis. C'est inacceptable. C'est inacceptable économiquement et c'est dangereux politiquement. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Cela fait 10 ans que nous avons une croissance largement inférieure à celle de nos partenaires américains. C'est inacceptable. Nous sommes trop lents. Trop lents sur les innovations, trop lents sur les innovations de rupture, en particulier sur l'intelligence artificielle. Notre productivité, qui était notre force, recule. Elle recule en Allemagne, elle recule en France, elle recule dans toute la zone euro. Notre énergie est trop chère. Notre énergie n'est pas assez abondante. Et la guerre en Ukraine a provoqué un choc gazier et énergétique sans équivalent depuis le choc pétrolier des années 70. Mon ami Guillaume Faury, président d'Airbus, d'autres industriels me le rappellent sans cesse. Pendant la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie a augmenté de 254% en Europe, de 54% aux États-Unis, de 5% en Asie. Comment voulez-vous que nos industriels puissent être compétitifs? Plus largement, notre modèle économique européen du XXe siècle reposait sur des principes simples. Libre-échange absolu, dépendance énergétique totale, ouverture aux autres marchés, consommation de masse plutôt que production de masse. Ce modèle économique européen du XXe siècle est caduc. Les règles du jeu commercial ont changé. En fait, elles n'existent plus. Plus personne ne les respecte. Ni la Chine, ni les États-Unis. L'Europe est la dernière à respecter ces règles du jeu. N'oubliez pas la théorie des jeux qui dit les choses très clairement. Le dernier qui dans un jeu respecte les règles que les autres ne respectent plus a perdu. C'est ce que risque l'Europe aujourd'hui. Nous devons donc, et c'est l'urgence absolue, inventer ensemble, Français et Allemands, Allemands et Français, notre modèle économique européen pour le XXIe siècle. C'est impératif. Et cela ne peut se faire qu'entre les gouvernements français et allemands, qu'entre les industriels français et allemands,
qu'entre les entreprises françaises et allemandes, entre les scientifiques français et allemands. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, les États-Unis ont un modèle économique, le protectionnisme. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, les Chinois ont un modèle économique, l'interventionnisme. Où est le modèle économique européen? Et qui pourrait le définir en un seul mot? Je voudrais vous proposer aujourd'hui, non pas un modèle prêt-à-porter, mais au moins quelques piliers pour ce modèle européen du XXIe siècle, avec 6 mots d'ordre très rapides. Des mots d'ordre qui sont volontairement provocants, car nous avons besoin aujourd'hui d'audace, de mouvement, d'énergie, de volonté. Nous avons besoin de croire en nous. Le premier mot d'ordre, c'est le risque. Depuis des années, depuis des décennies, l'Europe met en avant le principe de précaution. Eh bien moi, je mets en avant le principe de risque. Nous devons mettre en avant le risque. L'Europe de l'après-guerre s'est faite autour du charbon et de l'acier. L'Europe de demain doit se faire autour de l'intelligence artificielle. Nous avons créé l'Europe en créant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Je vous fais aujourd'hui à Berlin cette proposition. Créons ensemble, Français et Allemands, la communauté européenne de l'intelligence artificielle. Acceptons d'innover avant de réguler. Nous avons la passion de la régulation, mais je préfère innover sur mes propres innovations que réguler les innovations des autres. Innovons, gardons nos scientifiques, accueillons des data centers, accompagnons nos start-up. Prenons dans la création de cette communauté européenne de l'intelligence artificielle la mesure de ce que cela représente du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue énergétique. Accueillir des data centers à un coût énergétique considérable. Les data centers de nouvelle génération exigent autant d'énergie que la consommation d'une ville de 500 000 à 1 million d'habitants. Développons ce principe du risque et de l'innovation dans d'autres domaines. Prenez l'exemple de l'espace. Comment en sommes-nous arrivés à voir les États-Unis avoir 10 ans d'avance sur nous en matière spatiale? Pourquoi n'avons pas nous su collectivement prendre le risque du lanceur réutilisable? Je suis en charge de la question de l'espace. J'ai relu des notes d'ingénieurs très avisés, européens, français, allemands, italiens, qui tous expliquaient par A plus B, il y a 20 ans, le lanceur réutilisable est sans avenir. Le lanceur réutilisable, celui de Falcon 9, est en train de nous dépasser de 10 ans parce que nous n'avons pas pris le risque de la réutilisation des lanceurs. Ne soyons pas naïfs par ailleurs, Falcon 9 est le produit d'une initiative privée mais bénéficie largement de milliards d'euros de subventions de l'administration américaine et de la NASA. Je vous propose donc, deuxième proposition aujourd'hui, de rassembler nos forces pour faire réussir ensemble, Allemands et Français, Ariane 6. On peut critiquer Ariane 6. On peut se dire que ce n'était pas la bonne option. Est-ce qu'il y en a une autre pour demain? Non. Alors au lieu de critiquer, bâtissons ensemble. Faisons réussir Ariane 6 et investissons ensemble dans un nouveau lanceur qui sera réutilisable. L'Allemagne veut une compétition sur les lanceurs. D'accord. Nous sommes prêts à la compétition. Vous aimez la compétition? J'aime la compétition. Et donc lançons-nous dans cette compétition sur les lanceurs renouvelables et que le meilleur gagne. Mais une fois que le meilleur a gagné, il faudra coopérer ensemble. La compétition doit être le préalable à une coopération sur les lanceurs spatiaux entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les autres grandes puissances européennes. Elle ne doit pas être le prélude à un affrontement entre nations européennes. Je veux être clair, il n'y a pas de place pour 2 lanceurs lourds en Europe. Il n'y a de place que pour un lanceur conjoint sur lequel nous construirons une fois la compétition achevée. Enfin, je vais vous donner la mesure de ce défi qui nous attend et pourquoi le risque est si important. Chaque année, la Chine construit 2 réacteurs nucléaires nouveaux. Chaque année, la Chine ouvre 40 gigafactories de semi-conducteurs. 40.
Chaque année, la Chine réalise des milliers de kilomètres de voies ferrées à grande vitesse. Chaque année, la Chine assemble 9 millions de véhicules électriques. Prenons la mesure des ambitions des autres grandes nations. Prenons les mêmes risques. Décidons vite. Décidons fort. Décidons ensemble. Et décidons loin. Deuxième mot d'ordre, il est très simple. L'argent. Nous avons besoin d'argent. Et je n'ai pas un mot à retirer à ce qu'a dit Olaf Scholz sur l'union des marchés de capitaux. La Chine soutient son industrie avec des commandes publiques massives et avec des aides financières. Les États-Unis vont investir 370 milliards de dollars dans l'Inflation Reduction Act. Ces deux grandes nations, ces deux grands continents vont pouvoir sortir les mêmes produits que nous, de la même qualité, éoliennes, aimants permanents, panneaux photovoltaïques, véhicules électriques, hydrogène vert, à un prix 20 à 30% moins cher que le nôtre. Si nous ne réagissons pas, nous sommes morts. Prenons la mesure de ce défi et mettons l'argent nécessaire pour nous remettre au niveau du continent chinois et du continent américain. Ouvrons les yeux, réveillons-nous, il est temps. Comment est-ce que nous pouvons faire? Il faut de l'argent public, bien sûr. C'est le rôle de Next Generation EU. Je suis d'ailleurs un peu surpris de voir que quand il faut protéger nos concitoyens face à la crise du Covid, nous avons su, à l'époque, Olaf Scholz était ministre des Finances, nous avons su casser la vaisselle, penser autrement, mettre en place de la dette en commun. Pour protéger, nous sommes toujours présents. Pour innover, nous sommes trop absents. Comment se fait-il que l'Europe ne prenne pas la même initiative pour financer l'innovation et les nouvelles technologies que celles qu'elle a prises pour faire face à la crise du Covid? Mais l'argent public, je le dis très simplement, ne suffira pas. Pour une raison simple, vous l'avez parfaitement rappelé, nous devons rétablir nos comptes publics. Et croyez-moi, il n'est pas facile en ce moment d'être ministre des Finances français. Mais ma détermination à rétablir les comptes publics est totale. Pas au nom de l'austérité, je ne crois pas à l'austérité. Pas au nom de la rigueur, je ne crois pas à la rigueur pour la France ni pour l'Europe. Mais tout simplement pour que l'argent soit bien employé pour l'innovation, la compétitivité, la protection des plus modestes et des plus faibles, et pas la protection de gens qui n'en auraient pas besoin. Il est donc indispensable aussi de nous appuyer sur de l'argent privé. Et de ce point de vue-là, il me semble indispensable d'avancer sur l'union des marchés de capitaux. Soyons très concrets. J'ai proposé à mon ami Christian Lindner de mettre en place un projet de produit d'épargne commun européen. Mettons en place, dans les mois qui viennent, un produit d'épargne commun européen pour mobiliser toute l'épargne qui dort au service de notre croissance et au service de notre activité. Je vous donne les chiffres. 35 000 milliards d'épargne privée en Europe. L'argent, il est là. Mais il ne va pas là où il faut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'union des marchés de capitaux. Un tiers de ces 35 000 milliards d'euros dort sur des comptes. Un tiers de ces 35 000 milliards d'euros finance l'économie américaine. Formidable. L'argent européen qui finance l'économie américaine. Eh bien, je propose que nous accélérions sur l'union des marchés de capitaux, que nous mettions en place avec l'Allemagne et d'autres pays européens ce produit d'épargne commun européen pour financer nos PME, nos start-up, le risque, l'innovation. Et je propose que nous réglions une bonne fois pour toutes cette question de la supervision européenne des marchés de capitaux. Je connais depuis 7 ans les divergences qui peuvent exister entre l'Allemagne et la France sur la supervision des marchés de capitaux. Les divergences sont faites pour être surmontées. C'est une question de volonté politique. Nous devons, sous quelques mois, marquer des progrès majeurs sur la supervision européenne des marchés de capitaux. Car sans supervision commune, il n'y a pas d'union des marchés de capitaux. Et sans union des marchés de capitaux, nous verrons nos start-up naître à Berlin, naître à Paris et grandir à Washington, à New York ou à San Francisco. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour l'avenir européen. Je souhaite également que nous continuions
à modifier les règles prudentielles en matière d'assurance. Nous avons fait Solvency II, ça n'est pas suffisant. Il n'est pas normal qu'à chaque fois que des assureurs dépensent 1 euro vers l'innovation, vers le risque, vers les nouvelles technologies, elles soient obligées de mettre de côté tellement de capitaux que finalement elles y renoncent. Là aussi, prenons des risques, avançons sur une nouvelle modification des règles prudentielles pour les assureurs, avançons rapidement pour financer fortement notre économie. Troisième mot d'ordre, la débureaucratisation. L'Europe est devenue une gigantesque machine à produire de la norme. Au XXe siècle, l'Europe fabriquait les meilleures machines-outils, les meilleurs avions, les meilleures voitures, les meilleurs produits chimiques. Elle continue à produire les meilleurs avions, cher Guillaume, de très loin. Et je préfère la situation d'Airbus à celle de Boeing, et je préfère désormais voler en Airbus que de voler en Boeing. Ma famille aussi. Elle tient à moi. Au XXIe siècle, l'Europe risque de ne produire que les meilleures normes. Il y a donc une urgence vitale pour notre économie à rétablir un meilleur équilibre entre la production de biens et la production de normes. Nous avons combattu l'inflation sur les prix, je vous propose de combattre l'inflation sur les normes. Avec mon ami Robert Habeck, nous voulons engager sans délai la débureaucratisation de la construction européenne. Et pour cela, je fais une troisième proposition concrète. Je propose que l'Allemagne et la France travaillent à une directive omnibus qui, après les élections européennes, révisera l'intégralité des normes européennes qui pèsent sur notre industrie et sur notre économie en vue de les simplifier, de les alléger et de supprimer toutes celles qui sont inutiles ou obsolètes. Quatrième mot d'ordre, l'indépendance. Nous devons viser une indépendance totale en matière énergétique et tirer les leçons du coût considérable que la guerre en Ukraine a eu et continue d'avoir sur l'économie européenne. Il n'y a pas de succès économique en XXIe siècle sans économie décarbonée, sûre et pas chère. Aucune puissance économique ne pourra poursuivre son industrialisation, ne pourra accueillir des data centers, ne pourra faire de l'hydrogène vert, ne pourra avoir des électrolyseurs, ne pourra avoir des usines, ne pourra décarboner son industrie sans une production massive, je dis bien massive, d'énergie décarbonée à un prix compétitif. Et ça ne sert à rien de passer d'une dépendance à une autre. Renoncer à la dépendance à la Russie pour devenir dépendant des panneaux solaires ou des éoliennes produites en Chine, ça n'est pas très avantageux pour l'Union européenne. Vous connaissez la position du gouvernement français, et comme je suis heureux d'être à Berlin, et que j'adore mes séjours à Berlin, je ne voudrais pas soulever des sujets conflictuels en rappelant à quel point je crois au nucléaire. Mais je le fais quand même parce qu'entre amis, on doit se parler franchement. La France croit au nucléaire. Elle respecte les décisions souveraines de l'Allemagne. Nous demandons juste que l'Allemagne respecte aussi les nôtres. Nous allons construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous pensons que le nucléaire est indispensable pour réindustrialiser notre pays. Nous souhaitons que le nucléaire soit totalement intégré dans la politique énergétique européenne. Et nous nous réjouissons également que la recherche sur les réacteurs de nouvelle génération, notamment les réacteurs à fusion qui évitent les déchets, puisse être financée par la Banque européenne d'investissement. Cinquième et avant-dernier mot d'ordre, la confiance. C'est un mot d'ordre politique, mais il est essentiel. Et là aussi, je rejoins ce qu'a dit Olaf Scholz. Ayons confiance en nous. Nous ne sommes ni une annexe de Washington, ni une cible de Pékin. Nous sommes des alliés des États-Unis d'Amérique et nous sommes des partenaires commerciaux de la Chine. Nous sommes de vieilles, mais de grandes puissances économiques. Olaf Scholz l'a rappelé, l'Allemagne reste la 3e ou la 4e puissance économique de la planète avec 84 millions d'habitants. La France reste la 5e ou la 6e puissance économique de la planète avec 68 millions d'habitants. Car nous avons un capital humain, technologique, scientifique, culturel, incomparable à travers la planète. Nous devons donc poursuivre notre ambition, réaffirmer notre confiance en nous, en nos nations,
et dans la construction européenne. Regardons tout ce que nous avons fait ensemble. Nous avons réalisé de nouvelles chaînes de valeur. Nous avons créé des usines de batteries électriques alors que nous étions dépendants à 90% de la Chine. Nous sommes en train de créer une coopération sur l'hydrogène vert. Nous pouvons rattraper notre retard sur l'espace. Nous pouvons accueillir des gigafactories de semi-conducteurs. Nous avons réussi à taxer les géants du numérique et à créer une nouvelle fiscalité internationale plus juste et plus efficace. Nous l'avons fait avec une personne qui me manque aujourd'hui, qui manque à l'Europe, qui manque à la vie politique européenne, et pour lequel je voudrais avoir un mot avec beaucoup d'émotion et beaucoup de cœur, mon ami Wolfgang Schäuble, disparu il y a quelques semaines. Alors allons au bout de notre stratégie. Prenons en compte les réalités géopolitiques de demain. Avançons vers le XXIe siècle les yeux ouverts. L'Amérique est et restera protectionniste. Que Joe Biden ou Donald Trump l'emportent en quelques mois, cela ne changera rien à la politique protectionniste américaine. Les Chinois resteront interventionnistes. Ils continueront à subventionner largement leur production. Et comme la croissance ralentit en Chine, nous savons déjà que les produits chinois, véhicules électriques, batteries, panneaux solaires, éoliennes, arriveront sur le marché européen, qui est le plus grand marché de la planète. Alors à nous de mettre en place des dispositifs de rééquilibrage de notre balance commerciale avec l'Europe et la Chine. Je ne crois pas au protectionnisme, mais je crois au level playing field. Je ne crois pas à la fermeture des frontières. Mais je pense que quand on demande à nos industriels de se décarboner, quand on demande à une grande usine de production d'aluminium d'utiliser un four électrique et pas un four au gaz ou au charbon, qui va demander 5, 6, 10 milliards d'euros d'investissement, il est légitime qu'il y ait une taxe carbone aux frontières pour compenser le surcoût pour notre industrie et garder notre industrie chez nous. Ayons confiance dans notre force. Nous sommes le premier marché commercial de la planète. Les États-Unis ont besoin de nous. La Chine a besoin de nous. Les États-Unis ont besoin de nos consommateurs. La Chine a besoin de nos consommateurs. Nous pouvons et nous devons établir un rapport de force. Ayons conscience de ce que nous sommes et de notre puissance. C'est mon dernier mot d'ordre. L'Europe doit être puissante avec des États forts et respectés. Je termine sur une note plus personnelle pour vous dire à quel point je crois dans l'Allemagne et à quel point je crois dans la coopération franco-allemande. Tout change dans le monde. Tout. Une chose ne doit pas changer. L'amitié franco-allemande et la force du couple franco-allemand. Natürlich bin ich mir dessen bewusst. Das ist ein weites Feld. Aber ich bleibe optimistisch. Ich bleibe optimistisch für Frankreich. Ich bleibe optimistisch für Deutschland. Ich bleibe optimistisch für die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Regierungen und Ländern. Und ich bleibe optimistisch für die Zukunft Europas. Danke. Merci. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für den Optimismus. Damit haben Sie hier anscheinend den richtigen Ton getroffen. Mein Name ist Gregor Waschinski, ich bin der Korrespondent vom Handelsblatt in Paris und wir werden jetzt noch ein kurzes Gespräch führen können, aufbauend auf Ihre Rede. On va faire ça en français. J'aimerais bien commencer peut-être avec une différence que j'ai entendue entre vos propos et les propos du chancelier. Le chancelier a beaucoup parlé de la coopération commerciale avec le monde. Vous avez évoqué plutôt le protectionnisme aux États-Unis, l'interventionnisme en Chine. Est-ce qu'il y a une vision différente entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne la souveraineté européenne de l'économie? Non, je crois qu'il y a une vision complémentaire. Nous voulons rester une grande puissance commerciale, l'Europe, mais nous devons prendre conscience d'une chose. La transition climatique a un coût vertigineux pour nos industriels.
Quand on demande à un industriel de faire un avion décarboné, cher Guillaume Faury, le SAFT, le carburant décarboné, 30% moins cher. Quand je demande à Mittal d'investir dans l'aluminium Dunkerque, 5 milliards d'euros d'investissement, l'aluminium qui fait ensuite les véhicules, 25% plus cher. Donc je veux bien faire du commerce, mais sur la base de règles équitables. Un véhicule qui a été produit dans un pays où les normes environnementales ne sont pas les mêmes, où l'aluminium provient d'usines qui fonctionnent encore au charbon, doit être taxé. Sinon, nous ne pouvons pas livrer la compétition à armes égales. Donc oui à l'ouverture des commerces, oui au commerce international, mais je le redis, à armes égales pour préserver, protéger, défendre nos industriels. Vous avez beaucoup parlé des ambitions, mais aussi des risques. Et déjà en 2022, vous avez dit que le vrai risque pour l'Europe, c'est le décrochage industriel. Donc le constat est déjà bien connu depuis un moment, alors que vous évoquez maintenant encore les risques. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas assez fait pendant ces dernières 2-3 ans pour adresser les choses, pour être à l'auteur des défis? On est au milieu du gué. Il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. On soutient nos industriels, on investit dans l'innovation, on a mis en place le Carbon Border Adjustment Mechanism. Donc on est dans la bonne direction et l'Europe a changé son idéologie. Mais maintenant, il faut aller au bout du chemin. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il faut aller au bout du chemin. Je redis à quel point sur le Capital Market Union, il y a désormais urgence à avancer. Si nous n'avons pas de Capital Market Union, une entreprise comme Mistral, créée en France, start-up de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui a probablement des logiciels et des algorithmes aussi efficaces que ceux de Google ou de Microsoft. Elle a pu lever 100 millions d'euros en France, puis 200, puis 300. Mais demain, ce sera 1 milliard qu'elle devra lever, ou 10 milliards. Soit il y a une union des marchés de capitaux, soit cette entreprise partira aux États-Unis. Même chose dans le domaine de la santé, on l'a vu. Les entreprises du vaccin. Le vaccin, il a été créé en Europe, inventé en Europe. Nos scientifiques l'ont trouvé. Mais quand il a fallu industrialiser, développer, ouvrir des usines, aux États-Unis, parce qu'il fallait investir 10 milliards d'euros. Donc ne nous arrêtons pas au milieu du chemin. Avançons, investissons, déployons les moyens financiers nécessaires. Je sais qu'il y a un mot qui est très important dans la vie politique allemande. Le Schuldenbremse, le frein à la dette. Eh bien, je propose qu'on garde le frein à la dette, sans doute, c'est à vous de le décider, pas à moi, mais qu'on invente aussi l'accélérateur pour l'investissement. Restons un peu sur ce sujet de l'union des marchés des capitaux, sur le Capital Market Union. Non seulement le chancelier l'a évoqué hier soir, vous étiez aussi avec votre homologue allemand Christian Lindner, vous en avez parlé. C'est un des grands sujets franco-allemands en ce moment. Ma question c'est, est-ce qu'il y a vraiment une idée commune entre la France et l'Allemagne derrière, parce qu'il y a aussi des sujets comme la supervision des marchés financiers, par exemple. Il y a la question du droit des faillites, où il y a des différences entre la France et l'Allemagne. Pourquoi êtes-vous convaincu que cette fois-ci, on va y arriver au bout? Parce qu'il y a la volonté politique. Et c'est la première fois que je vois le chancelier allemand, le président de la République française, qui mettent sur le devant de la scène, comme un vrai sujet politique, l'union des marchés de capitaux. Quand il y a une volonté politique, il y a un chemin technique. J'en suis persuadé. Alors oui, il y a 2 sujets très concrets, vous les avez parfaitement cités, qu'il faut que nous réglions. Le droit des faillites. Je n'ai pas envie de vous endormir dès le matin, donc je n'en parle pas, c'est très compliqué, mais nous devons trouver des solutions. Et le deuxième sujet majeur, c'est la supervision. Nous devons garantir qu'une supervision européenne ne se traduit pas par plus de complexité, mais est efficace, simple, pour les grandes institutions financières, banques et assureurs. On va y travailler dans les semaines et les mois qui viennent. Je souhaite que d'ici la fin de l'année 2024, nous ayons enregistré des progrès majeurs sur l'union des marchés de capitaux. Dernière question, vous avez évoqué le Schuldenbremse, qui apparemment est maintenant aussi un mot en français, parce qu'il n'y a pas vraiment un mot comme ça en français. Par contre, il y a votre Cour des comptes qui n'a peut-être pas demandé un tel Schuldenbremse, mais qui s'est quand même montré très inquiet du niveau de la dette et du déficit en France. Comment voulez-vous maintenant, comme il y a des économies massives à faire en France, comment voulez-vous garder cet équilibre entre l'investissement et le rétablissement des finances publiques?
Alors en Allemagne, le Schuldenbremse, c'est un principe constitutionnel. Il n'existe pas en France. En France, le Schuldenbremse, c'est le ministre des Finances. Donc c'est à moi de jouer ce rôle-là. Ce n'est pas un rôle facile. Mais je ne le fais pas pour pénaliser nos compatriotes. Je ne le fais pas pour faire mal à qui que ce soit en France. Je le fais tout simplement parce que nous avons rétabli les comptes publics en 2017 et 2019. J'étais ministre des Finances. Nous sommes repassés sous les 3% de déficit à ce moment-là. Après, il y a eu deux crises majeures, le Covid et l'inflation. Nous avons massivement protégé nos compatriotes. C'était légitime. Et au passage, les mêmes qui aujourd'hui me reprochent d'avoir trop dépensé en France sont les mêmes qui me disaient à l'époque, vous auriez dû dépenser davantage pour protéger nos entreprises et protéger nos salariés. Il y a un peu d'incohérence parfois. Maintenant que nous revenons à la normale, ma responsabilité, c'est sereinement, mais fermement, rétablir les comptes publics, réduire la dépense, réduire les déficits, et nous fixer comme objectif lointain, ça n'est pas arrivé en France depuis 1974, de revenir à l'équilibre des comptes publics en 2032. Ça n'est pas arrivé depuis un demi-siècle en France. Bel objectif pour la France et bel objectif pour les Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour Merci à vous. cette interview. Und wir machen... Merci infiniment. Danke vielmals.